En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public qui coûte au total 3,7 milliards d'euros par an. Mais ce n'est pas suffisant. Et parce que ce n'est pas suffisant, le gouvernement envisage d'étendre la redevance à tous, y compris ceux qui n'écoutent pas Radio France, y compris ceux qui n'ont pas de télé. Et à tout cela, il faut ajouter encore le financement par les contribuables de 400 millions d'euros pour la presse classique, pour la presse mainstream, sans compter les aides postales, sans compter les aides fiscales, sans compter les petits arrangements. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. L'année 2018 aura été l'année de toutes les censures. La présidente de France Télévisions continue de discriminer ouvertement les professionnels en raison de leur âge, de leur couleur de peau, de leur origine ou de leur orientation sexuelle. Le service public établit les listes noires des personnalités par centaines qui sont interdites d'antenne. Le dernier exemple en date étant Éric Zemmour, boycotté en raison d'un livre qui est numéro 1 des ventes. Avec notre argent, la presse partisane crache sur tout ce qui ne représente pas le prétendu camp des progressistes. La propagande se déverse, les médias fake news, les médias mensongers nous submergent. Partout, le sectarisme s'impose. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. TVL, ce sont des milliers d'intellectuels et de responsables associatifs et culturels qui s'expriment en toute liberté. Ce sont des dizaines d'émissions, un nouveau site, un fil d'actualité en continu, la création de films documentaires et la bourse aux jeunes talents. TVL, c'est l'assurance d'entendre le camp des défenseurs de l'esprit français et de suivre les élections européennes en France, sans filtre. TV Liberté est un projet audiovisuel ambitieux. Il contourne la censure, il fait reculer les menteurs et il fait avancer la liberté d'expression. Grâce à vous, TVL avance et vous libère des chaînes qui cherchent à emprisonner les Français. Le terrorisme intellectuel recule en Pologne, en Autriche, en Hongrie et aussi en Italie. Les peuples refusent de se soumettre aux diktats, aux injonctions médiatiques comme ce fut le cas au Brésil. Partout, ils redeviennent maîtres chez eux. Demain, en France aussi. Sans publicité, sans subvention, c'est bien sûr sur vous et rien que sur vous que nous comptons pour exister. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. Après une participation importante pour l'acte de samedi et un exécutif qui fait toujours la sourde oreille, le mouvement ne compte pas en rester là. En attendant, le gouvernement méprise toujours les revendications et poursuit son entreprise de diabolisation par tous les moyens. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale. Les Gilets jaunes partis pour durer samedi. Comme prévu, de nombreux manifestants s'étaient donné rendez-vous dans la capitale pendant que d'autres poursuivaient le mouvement dans les territoires. La marée jaune se poursuit samedi pour l'acte 2. La mobilisation contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse générale du pouvoir d'achat était toujours au rendez-vous. Parmi les Gilets jaunes, certains faisaient l'effort de se rendre dans la capitale pour la mobilisation nationale. C'était le cas d'un car spécialement affrété depuis Lille. Ok pour l'écologie, mais non pour survivre alors qu'on a bossé toute sa vie et qu'on ne peut même plus faire de cadeaux à ses petits-enfants. Ils sont en train de nous mener dans la précarité.
On peut même plus vivre quand on paye son loyer, ses charges. Donc je suis hyper révoltée. D'autres gilets jaunes ont fait le choix de poursuivre le caractère local des mouvements en restant dans leur région. En Mayenne, par exemple, un point de rassemblement était installé à la Gravelle, au péage, où les barrières ont été ouvertes pour laisser passer gratuitement les automobilistes. À Paris, le gouvernement avait formellement interdit toute mobilisation sur les Champs-Élysées ou la place de la Concorde, comme l'avaient sollicité certains, les lieux étant trop proches du palais présidentiel. L'exécutif voulait en effet que la mobilisation se rassemble sur le Champ de Mars, un lieu où il apparaît, il faut bien l'avouer, bien difficile de mettre la pression sur les pouvoirs publics. Ainsi, malgré une petite centaine de gilets jaunes aux alentours, la très grande majorité a suivi l'idée initiale et s'est rendue directement sur les Champs-Élysées. Selon Christophe Castaner, 8000 personnes étaient au rendez-vous dans la capitale pour une mobilisation nationale de 106 301 personnes. On apprécie la précision. Comme pour la première mobilisation, les chiffres de la place Beauvau apparaissent bien en dessous de la réalité. Le syndicat France Police a de son côté estimé la mobilisation nationale à 750 000 personnes. Une mobilisation plus basse que la semaine précédente pour laquelle il n'y avait pas eu d'appel au rassemblement national dans la capitale. En effet, les Gilets jaunes souffrent d'une situation financière de plus en plus difficile face à l'augmentation de la fiscalité. Rien d'étonnant à les voir donc bouder des déplacements loin de chez eux. D'autant que la spontanéité et l'indépendance du mouvement ne permettent pas de mobiliser des fonds pour faciliter les transports des Gilets jaunes. Comme pour le premier samedi, la grande majorité des manifestants étaient issus des classes moyennes les plus faibles ainsi que des personnes nettement défavorisées. Tous partageaient un sentiment d'abandon de la part des politiques, de tous bords confondus, ainsi qu'un profond mépris du président de la République comparé à de maintes reprises à un monarque. Les slogans, les Marseillaises et les revendications étaient elles aussi plus pragmatiques que politiques. Ainsi, réduire la mobilisation à un bord ou un autre semble bien mal avisé. La France qui souffre n'a plus qu'une seule couleur, le jaune. D'ailleurs, au-delà de ceux qui portent les gilets, il y a aussi une partie de la France qui soutient le mouvement sans y prendre activement part. Beaucoup de Français montrent leur soutien en plaçant un gilet jaune sur les plages avant ou arrière de leur voiture en signe de solidarité. Une solidarité très importante puisque 8 Français sur 10 se sentent proches de la mobilisation. Quelques personnages publics comme Patrick Sébastien, Nicoletta, Dieudonné ou Pierre Perret ont aussi soutenu ouvertement le mouvement. De son côté, pour tenter de calmer la colère, Emmanuel Macron a prévu de prendre la parole mardi. Pour autant, rien n'indique l'annonce de nouveaux coups de pouce pour compenser les augmentation de la fiscalité. C'est en tout cas ce que l'on peut attendre après sa prise de parole en marge d'un rendez-vous sur le Brexit à Bruxelles. Je pense qu'il n'y a pas de projet de société, pas de projet politique au niveau national et européen si nous n'apportons pas une réponse claire à nos classes moyennes et à nos classes laborieuses, ce qui veut dire une réponse économique, sociale, mais également culturelle et de sens. Des phrases dignes d'un pensé printemps de campagne. La surdité assumée de l'exécutif et tout particulièrement du président de la République a donc peu de chances de faire taire la contestation. Et depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement s'attelle à une véritable entreprise de diabolisation. Gérald Darmanin, le ministre du Budget, est même allé jusqu'à parler de peste brune. Une seule solution, la diabolisation. Face à l'ampleur du mouvement, l'exécutif poursuit sa tactique. À la veille de la mobilisation, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait déjà agité les chiffons rouges. 136 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début du mouvement, dont 3 gravement, sur tout le territoire national, y compris à La Réunion. C'est inacceptable. 2 manifestants sont aujourd'hui décédés. 628 ont été blessés, dont 2 très gravement. Derrière ce chiffre, il y a des personnes qui souffrent parce qu'on ne veut pas déclarer son rassemblement, parce qu'on veut s'inscrire dans une contestation qui ne tient nullement compte de la sécurité et de la vie des autres. Cela doit cesser. Et c'est pour cette raison que j'ai donné des instructions claires, précises, pour que toutes les infractions et tous les comportements dangereux qui font courir des risques aux manifestants eux-mêmes soient systématiquement sanctionnés.
Menaces et torse bombés, le nouveau petit chef de la place Beauvau avait mis le paquet pour mettre en garde les manifestants. Le caractère spontané des rassemblements de gilets jaunes rend d'ailleurs le plus souvent impossible le dépôt dans les règles de demande de manifestation. Un cas de figure qui permet une répression encore plus facile. De même, la volonté d'organiser le rassemblement sur le Champ de Mars était un camouflet pour les gilets jaunes. En effet, le Champ de Mars, éloigné des zones de passage, n'a pas grand intérêt pour une mobilisation. Il était donc certain que les gilets jaunes allaient suivre leur première idée d'aller sur les Champs-Élysées au mépris des ordres. Christophe Castaner a d'ailleurs publiquement tenu responsable Marine Le Pen d'avoir engendré les violences. Ce que je constate depuis ce matin à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité. Une première façon de renvoyer les gilets jaunes au parti de Marine Le Pen et à la violence, de quoi agiter les craintes des heures les plus sombres de notre histoire. Sans réel succès, il faut bien l'avouer, tant la ficelle est grosse. Dès le matin, donc, les premiers blocs de manifestants se sont dirigés vers la grande avenue parisienne, empruntant les différentes artères perpendiculaires. Si les forces de l'ordre ont d'abord bloqué le passage, la police a finalement assez vite laissé les gilets jaunes se masser sur l'artère principale. Très vite, des avancées et des reculs se sont enchaînés avec des manœuvres décousues des forces de l'ordre. L'objectif premier était visiblement de repousser les manifestants vers l'Arc de Triomphe, ou plus exactement de les éloigner du palais de l'Élysée. Mais la largeur de l'avenue et la présence de touristes et autres promeneurs compliquaient les charges. Des couches de manifestants et de CRS s'enchaînaient donc au fil de l'avenue, au point que certains groupes de police apparaissaient tout bonnement encerclés. Une situation qui a dès le départ dû inquiéter les responsables de la sécurité. Les manifestants les plus proches des CRS semblaient aussi les plus déterminés et les canons à eau n'ont pas tardé à venir renforcer les gaz lacrymogènes. La situation des voies de la capitale, administrée par Anne Hidalgo, s'est également transformée en véritable aubaine pour favoriser les affrontements. En effet, les Champs-Élysées, malgré leur caractère touristique, rappelé d'ailleurs par le maire de Paris le même jour, n'échappent pas à la règle parisienne, travaux partout, propreté nulle part. Ainsi, les barrières de chantier ont constitué des alliés de taille pour les barricades. Plus tard, dans la journée, les rues partiellement creusées pour quelques modifications de pistes cyclables ou autres ont également constitué un open bar à pavés. Autant d'éléments qui laissent un peu pantois face à la stratégie de maintien de l'ordre. À croire qu'il fallait à tout prix que la mobilisation finisse par dégénérer. D'ailleurs, ce qui devait arriver arriva, des affrontements ont eu lieu à plusieurs reprises. 42 interpellations ont été recensées uniquement à Paris et certains manifestants pacifiques ont payé les pots cassés. Christophe Castaner a poursuivi ses accusations en direction d'une supposée ultra-droite, même si les vitrines cassées étaient le plus souvent taguées avec des signes anarchistes. Pour l'heure, le gouvernement En Marche semble donc se réfugier systématiquement derrière la prétendue menace de l'extrême droite, à croire qu'une redite du second tour de la présidentielle lui irait bien. Et pour ce faire, le président de la République a un allié de choix, les médias. En effet, la presse française a repris en boucle toute la fin de semaine les éléments de langage de l'exécutif. Une attitude partiale qui déplaît de plus en plus ouvertement au peuple, à commencer par les gilets jaunes, qui réservent un accueil de plus en plus frais aux caméras de télévision des médias du système. Et face à ce rejet des citoyens, les journalistes jouent à leur tour la chanson de la radicalisation du mouvement, oubliant peut-être de réfléchir aux causes de ce désamour. Et face à l'indépendance des Gilets jaunes, l'opposition saute sur l'occasion pour soutenir le mouvement contre Emmanuel Macron, un soutien non sans intérêt. L'indépendance des Gilets jaunes suscite toujours plus les convoitises. Face aux difficultés d'organisation, le mouvement s'est décidé à nommer 8 porte-paroles après une consultation sur Facebook. Dans un communiqué, 2 propositions se sont imposées pour être présentées en priorité à Emmanuel Macron et au gouvernement, une baisse de toutes les taxes et la création d'une assemblée citoyenne. Une tentative d'organisation du mouvement qui semble à qui tout double. En effet, soit le mouvement parvient à se ranger derrière les 2 propositions fondatrices sans chercher à être d'accord sur tout le reste, soit au contraire, des différends entre les porte-paroles et les groupes les plus influents du mouvement vont faire exploser la mobilisation en la divisant petit à petit. Quoi qu'il en soit, les partis politiques de l'opposition ont tous une partition à jouer, tous bords confondus. En effet, qu'il s'agisse de la France insoumise ou du Rassemblement national en passant même par les Républicains, tous ont intérêt à soutenir le mouvement contre le gouvernement. Dans les rangs des manifestants, on pouvait d'ailleurs rencontrer plusieurs personnalités importantes. Il y avait notamment François Ruffin de la France insoumise. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a enregistré une vidéo de soutien. C'est une grande manifestation du peuple
et la place du peuple est parmi le peuple. C'est pourquoi ce jour, aujourd'hui, est un jour important dans l'histoire de notre pays. Le monde entier regarde ce qui se passe en France et il voit notre peuple fait de rébellion, d'insoumission, qui refuse de payer avec son carburant les privilèges que représente l'abolition de l'impôt sur la fortune, parce que, souvenez-vous, qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de cela aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon avait d'ailleurs le chemin libre pour témoigner son appui aux Gilets jaunes dans la mesure où Christophe Castaner a concentré ses déclarations sur les accusations à l'encontre de Marine Le Pen. Des accusations auxquelles la présidente du Rassemblement national a répondu. Il n'est pas un ministre de l'Intérieur, il est un militant politique. Et il se comporte comme tel, car ces accusations sont indignes. Malgré tout, Marine Le Pen tenait essentiellement à tendre la main à la mobilisation. Je soutiens les Gilets jaunes. Je soutiens les Gilets jaunes. C'est clair, depuis le départ, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais mon rôle de responsable politique, qui est aujourd'hui donné en tête de la future élection, qui est l'élection européenne, c'est de dire au président de la République, vous ne pouvez pas continuer à vous écouter vous-même. Du côté des Républicains, les choses étaient plus timides ce week-end. La semaine dernière, pourtant, Laurent Wauquiez s'était rendu sur un point de blocage au Puy-en-Velay dans sa région. Et si le parti de la droite parlementaire plaide souvent pour une réduction de la dépense publique et donc des impôts, son image de parti institutionnel, pour ne pas dire de vieux parti, ne l'aide pas à émerger au rang des soutiens des Gilets jaunes. En effet, la compatibilité semble plus claire avec Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, davantage estampillés anti-système. Pour autant, les doctrines très centralisatrices des deux mouvements semblent en revanche plus éloignées du fonctionnement des Gilets jaunes. Une mobilisation partie de province pour représenter une France périphérique davantage attachée à sa région qu'à une organisation jacobine perçue de plus en plus comme une ennemie. Et à présent, c'est le moment de faire le tour de l'actualité avec Thibaut Bastide. Les gilets violets étaient aussi dans la rue. Samedi, en marge des manifestations des Gilets jaunes, des milliers de femmes et d'hommes ont manifesté dans une cinquantaine de villes de France pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Le mouvement Nous Toutes a rassemblé 12 000 manifestants à Paris, selon la préfecture de police, dont des personnalités comme Muriel Robin. Brandissant des pancartes « Ras le viol », les féministes réclamaient la fin de l'impunité des agresseurs. Un an après le phénomène MeToo, le nombre de cas de violences sexuelles signalés à la police a bondi de 23%. La loi mobilité tombe à pic. Ce lundi, le ministre des Transports, Elisabeth Borne, a présenté ce projet en Conseil des ministres. En plein cœur de la contestation des Gilets jaunes, cette loi a pour but de faciliter les transports collectifs en zone rurale et les déplacements propres. Face à la colère des zones rurales, le gouvernement a préféré exclure les péages urbains du projet, faute de villes candidates, pour ne pas accentuer les fractures entre territoires. Victoire du bras droit de Manuel Valls. Dimanche, lors du second tour de l'élection législative partielle dans l'Essonne, Francis Chua, le candidat soutenu par La République En Marche et maire d'Évry, s'est imposé avec 59,1% des suffrages. Il a battu la candidate de la France Insoumise, soutenue implicitement par le PS, Farida Amrani. À noter tout de même le fort taux d'abstention qui s'élève à près de 82%. Francis Chua succède donc à Manuel Valls, parti faire campagne pour les municipales de Barcelone. Les communistes veulent tourner la page. Réunis en congrès ce week-end à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, le PCF a officiellement nommé le député du Nord Fabien Roussel pour succéder à Pierre Laurent à la tête du parti. Autre changement, le logo. Fini la faucille et le marteau, place à une étoile à 5 branches évoquant l'hexagone affublé d'une feuille d'arbre, symbole d'un engagement écologique. La couleur rouge a cependant été conservée. Un audit pour discerner le vrai du faux. Dimanche, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé qu'un audit interne a été lancé chez Renault à propos des rémunérations de son PDG Carlos Ghosn, accusé de dissimulation de revenus et malversation au sein du constructeur japonais Nissan. L'audit devrait prendre plusieurs jours alors que ni le gouvernement ni Renault n'ont obtenu d'informations officielles sur les charges pesant à l'encontre de Carlos Ghosn. Bruno Le Maire a par ailleurs affirmé que Carlos Ghosn ne sera pas démis de ses fonctions tant qu'il n'y aura pas de charge tangible.
L'accord sur le Brexit entériné dimanche lors d'un sommet à Bruxelles. L'Union européenne a validé les termes du divorce avec la Grande-Bretagne. En marge de ce sommet, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a estimé qu'il s'agissait d'une tragédie. C'est un jour triste. Voir un pays comme la Grande-Bretagne, mais je ferai la même remarque qu'à l'égard de tous les autres, quitter l'Union européenne n'est pas un moment de jubilation ni de célébration, c'est un moment triste et c'est une tragédie. Après cette réunion, plusieurs termes restent à définir. Le traité de retrait doit désormais être approuvé par les parlementaires européens d'ici février ou mars et par les députés britanniques de la Chambre des communes qui doivent se réunir début décembre. La tension a encore grimpé d'un cran entre la Russie et l'Ukraine. Dimanche, Kiev a accusé Moscou d'avoir capturé 3 navires ukrainiens après leur avoir tiré dessus autour de la mer d'Azov, zone stratégique située entre la Crimée et l'est de l'Ukraine. Suite à ces accusations, la Russie a répliqué en évoquant les actions illégales menées par les bateaux ukrainiens dans les eaux territoriales russes. Face à cette escalade des tensions, l'Ukraine pourrait introduire la loi martiale pour 60 jours. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence ce lundi. La Russie à la rescousse de son allié syrien. Dimanche, le Kremlin a mené des frappes aériennes contre des positions de rebelles syriens à Alep, après que ces derniers ont tiré à l'aide de lance-grenades des explosifs contenant apparemment du chlore. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, 46 personnes, dont 8 enfants, ont souffert d'expositions aux produits chimiques et ont été hospitalisés pour des difficultés respiratoires. Il a par ailleurs ajouté que toutes les cibles des combattants ont été détruites. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, le célèbre sociologue Michel Maffezoli vient présenter son nouvel ouvrage « Être postmoderne ». Et moi, je reprends ce mot de Maritain en disant il y a ce sacré qui est sacral, dans le sens, vous voyez, un peu qui se diffuse, en effet, sans qu'on en soit conscient, dans les émotions sportives, dans les grands rassemblements musicaux, et aussi dans le ressurgissement, qu'on le veuille ou non, des formes très traditionnelles. Excusez-moi de vous le dire, il se trouve que je suis voisin de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, et je me rends compte comment il y a là de la ferveur, si vous voulez, qui n'est pas simple, qui est très partagée par des jeunes générations. Vous voyez, voilà un peu pour moi ce que j'appelle le sacral, c'est-à-dire ce retour des formes traditionnelles que dans notre progressisme bené, notre progressisme dévastateur, on avait oublié et qui revient en force. Et puis ce soir, vous retrouverez également Politique Éco. Olivier Pichon reçoit le journaliste Pierre Jovanovic pour la présentation de sa revue de presse sur les gilets jaunes, la dette publique et le pouvoir des banques. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Nous avons eu un cas au village, à l'époque où j'étais conseiller municipal, de ce qu'on pourrait appeler le féminisme attaquant, par opposition au féminisme défensif qui, lui, se bat contre une injustice. Or, il existe un féminisme qui est lui-même une injustice, un féminisme intimidateur, féroce, qui essaie de couvrir une incompétence, une malhonnêteté, un comportement dévoyé par l'accusation permanente de sexisme. Généralement, les femmes qui attaquent sur ce terrain disent que si on les critique sur un budget, c'est parce qu'on est sexiste. Mais quand vous êtes dans le rouge, c'est pas la question. La dette n'a pas de sexe. Et les chiffres non plus. Et là, les chiffres, dans le cas auquel je fais allusion, étaient très mauvais, à la limite du frauduleux. Je précise pour commencer que comme nous sommes un vieux pays chargé d'histoire et de monuments, comme nous avons eu des pèlerins, des templiers, des abbayes, nous avons aussi une sorte d'office du tourisme global qui est géré par une femme très pénible, une hôtelière, présidente d'un syndicat local d'hôteliers, une femme très obsédée par elle-même et dont la photo figure sur toutes les pages de l'espèce de bulletin papier glacé qu'elle édite chaque trimestre. Donc en gros, nous avons affaire à une narcissique omniprésente
qui fait téléphoner des menaces par ses amis, qui fait le siège des journalistes, qui se flatte d'avoir tout le monde dans la poche, qui plastronne avec Macron dès qu'il passe dans le coin. Mais tout ça, faut pas le dire parce que c'est une femme. Alors chaque commune versait une quote-part et la nôtre a décidé de saisir la Chambre régionale des comptes parce que la gestion de l'Office du tourisme global, là, était assez douteuse. Alors immédiatement, une élue de chez nous, de notre conseil, une nommée Geneviève, la seule représentante de l'opposition, si on peut parler d'opposition pour 400 habitants, a pris la défense de cette présidente du syndicat intercommunal pour le tourisme et elle nous a accusés de critiquer sa gestion parce que c'était une femme. Là-dessus, trou noir de plus d'une année. Geneviève, là, n'a jamais cessé pendant les conseils municipaux de nous dire « je trouve ça pas normal, on ne m'a pas consulté, j'aimerais prendre la parole ». Généralement, on lui répondait « Geneviève, l'ordre du jour est très chargé, la chose vient d'être votée, c'est donc plus le moment de prendre la parole, t'as qu'à l'écrire dans le bulletin municipal ou dans le site internet si t'es pas contente ». Entre-temps, le trésorier du syndicat de tourisme a donné sa démission de crainte d'avoir à répondre de certaines irrégularités. L'ambiance s'est beaucoup tendue, les chiffres ont commencé à circuler et soudain, la décision du contrôleur de la Chambre régionale des comptes est tombée. Eh bien, il n'y avait aucune anomalie importante, disait le rapport, à signaler dans la gestion de l'Office du tourisme intercommunal. Geneviève a tenu donc à faire un point pendant le conseil, notre conseil à nous, pour dénoncer certaines attitudes qui avaient mis en doute la compétence de cette femme parce que c'était une femme, etc. Le maire, là, me demande de bien vouloir réclamer copie du rapport, ce qui était normal. On fournissait un 5e du budget de l'Office du tourisme, donc on critiquait la gestion. Donc on aurait aimé savoir quels étaient les points examinés par la Chambre régionale des comptes. Mais au téléphone, je tombe sur une secrétaire qui me dit il faudra rappeler. Et d'après le ton, on sentait que c'était pas dans la poche. Et donc à la fin, j'ai eu au téléphone l'un des membres de la fameuse Cour régionale des comptes, à qui j'ai demandé au nom de la commune une copie du rapport. Désolé, il n'est pas public. Alors je lui réponds, attends, on vous demande de vérifier certains points, vous nous dites tout va bien, donc si tout va bien, il n'y a rien à cacher, et on voudrait donc que votre rapport l'écrive. Il est écrit, me dit-on. Donc s'il est écrit, on va le lire. Vous nous dites qu'on ne peut pas avoir accès à ces conclusions écrites. Ben non, on ne les communique pas. Alors vous imaginez que depuis à Campagnole, la population grommelle un peu, et quand cette femme s'est présentée à la députation l'année dernière, comme macronienne évidemment, elle s'est fait étendre, mais elle a crié naturellement au sexisme. Tout ça pour dire quoi? Que nous n'avons jamais eu la chance de connaître les conclusions à propos de la gestion de l'organisme touristique. Or, sur le plan national, il y a, et c'est pourquoi je vous en parle, un cas récent d'accusation de sexisme, et dans ce cas, le rapport de la Cour des comptes nationale, celle-là, a été public, on a pu le lire. Eh bien, cette passionnariat de la défense des femmes, de l'écologie, de tout ce qui fait vendre et parler d'elle, celle que mon ami Gustave appelle la vaseuse communicante, je veux parler de Ségolène Royal évidemment, a écrit un livre dont elle fait la promo en ce moment, devinez le nom, un livre où elle raconte tout, soi-disant, tout sauf quoi? Sauf le fait que la Cour des comptes de Paris, celle-là, a sévèrement jugé sa gestion pendant 10 ans. Oui, pendant 10 ans, elle a dirigé non pas un office du tourisme, mais sa région tout entière, et elle l'a faite en touriste. Normalement, quand on est endetté sur 8 ans dans une région, tous les signaux sont au rouge, et là, sa région, elle l'a plombé pour 19 ans, hein, pas 8. Certains des emprunts toxiques dont les taux variables ont évolué se remboursent en moyenne entre 5 et 9%, d'autres autour de 15%. Vous allez me dire, on a au moins la preuve qu'elle a fait jouer la concurrence bancaire pour avoir les meilleurs taux. Zut alors, cette preuve, en 2014, elle a disparu, les documents qui attestent l'appel d'offres ont disparu. Mais le pire, c'est qu'outre les mensonges qui consistent à dire notre région n'a pas plus d'impayés qu'une autre, alors qu'elle en a à peu près 50 fois plus, elle persiste à sillonner les plateaux de télévision en disant que si on la critique, c'est parce qu'elle est une femme. Je vous en laisse juge.